Bienvenue à Ciné-Histoire spécial Criterion. En ce beau mardi, en fin de soirée, écoute, on a rechargé les batteries avec une bonne pause et puis là on a commencé la troisième dizaine déjà de la collection Criterion. Je suis toujours avec Jade, ça va bien? Oui, ça va. Écoute, en fait, on est mercredi même. Le temps, on ne le voit plus passer. Puis justement, ben c'est ça va bien, mais ça va fatiguer. Ah oui. On n'a plus d'horaire. Puis ça crée plein de situations. Mais écoute, je suis encore un peu sous le choc du film numéro 21 qu'on va présenter aujourd'hui. Donc, ben, c'est quoi? C'est Dead Ringers de David Cronenberg, un film de 88 qui est particulier, qui présente, qui ressemble un petit peu à Sid and Nancy, puis bah là, non, qui ressemble à Le Prestige, mettons, mais plus horreur. Ouais, mais le punch du Prestige, c'est le dévoilement final, tu sais, c'est comme... c'est ça. Mais non, moi, je trouvais l'image des drogues dans ce film-là m'a beaucoup rappelé Sid and Nancy, mais écoute, on pourra plonger là-dedans dans nos impressions. Certainement. C'est ça que je voulais ici. Désolé. Donc, tu l'as mentionné, c'est ça, c'est un film de David Cronenberg, c'est notre premier, premier de la collection. On a tous les deux vu le film Eastern Promises de 2007 avec Viggo Mortensen, Sophie Nellis, rien de moins, bon, elle joue un tout petit rôle, mais bon, qui était très bon, c'était un bon... C'est pas Sophie Nellis, c'est... non, c'est Sarah-Jeanne Labrosse, c'est vrai. Non, je pense que c'est la fille de... Non, c'est pas Sarah-Jeanne Labrosse, c'est la fille de... C'est Sarah-Jeanne Labrosse. Marcel. Non, c'est Sarah-Jeanne Labrosse, je suis désolé de t'apprendre que c'est Sarah-Jeanne Labrosse. Mais c'est pas Sophie Nellis en tout cas, parce que je me demandais qui elle pouvait jouer là-dedans, puis elle était ben trop jeune pour jouer une fille enceinte. Ouais, non, en 2007, non. Non, mais c'est Sarah-Jeanne Labrosse, et désolé pour cet interlude-là, et voilà. Bon, ben Sarah-Jeanne Labrosse. Ouais, mais Laurence Leboeuf aussi, elle joue dans plein de trucs, pas américains, mais en tout cas anglophones, parce que non, David Cronenberg n'est pas américain, mais il est bien canadien. Même si ce film-là, en fait, Criterion dit que c'est un film américain, ça doit être la production qui l'est, mais tout est tourné au Canada comme la plupart de ses films également. Donc c'est un réalisateur canadien, puis c'est l'un des principaux créateurs du genre body horror. On pourrait quasiment mettre mettre Alien là-dedans, là. Plus ou moins, là, mais c'est toutes les transformations physiques que les gens peuvent avoir. Donc c'est lui l'un des principaux instigateurs. C'est drôle, tu dis ça, je lis ton texte de préparation, ça me fait penser à Sisters de Brian De Palma, puis j'ai d'ailleurs un autre point à amener par rapport à ça plus tard, mais est-ce qu'on pourrait rentrer ça là-dedans? C'est-tu... Sisters, ça met aussi en scène des jumeaux, là, des jumelles dans ce cas-là. Mais qu'on sait pas trop si c'est des jumelles. Ouais, mais Body Horror, tu les as peut-être pas vus, là, mais tu sais, ça fait plus référence au film qui est fait comme Scanners, Vidéodrome et The Fly. The Fly, c'est Jeff Goldblum qui fait des... manipulation génétique sur des mouches, puis c'est lui qui se transforme en mouche finalement. Donc je crois pas qu'il fasse partie de la collection Criterion comparativement à Scanners puis Vidéotron, mais tu sais, c'est vraiment des transformations physiques là, que les acteurs vivent. Tu sais, Dead Ringers, les acteurs ou les personnages? Les personnages, ouais. Mais c'est ça, les Dead Ringers en fait partie, mais pas tant que ça. Tu sais, c'est comme à la limite. Je pense que je peux comprendre le pourquoi ça fait partie de ce sous-genre-là. Il en fait pas vraiment partie. Tu sais, c'est vers la fin, vraiment. Mais quand on regarde le générique du film, qui est vraiment troublant, avec plein on comprend pas c'est quoi, en fait, puis en regardant le film, là, on peut saisir là, ce qu'on a, mais c'est comme plein d'instruments chirurgicaux spéciaux, là, sur mesure. J'espère qu'on a noté le nom à quelque part, sinon il va falloir aller le chercher, là. Mais bon, le nom de ces instruments-là, je le trouve très... Tools for Operating on Mutant Woman, quelque chose comme ça, là, il faudrait le trouver. Mais bon, c'est ça, puis ça c'en est un film d'horreur, Dead Ringers, mais c'est plus un thriller psychologique, j'ai l'impression. Ça prend une tournure horreur un peu vers la fin, mais tout au long, il n'y a pas vraiment... Mais je pense que c'est horreur-angoisse, là. Dans le sens que c'est une tension qui est là tout le long du film, puis qu'on
on est juste pas bien Ouais. quand on le regarde, là, mais c'est ça, mais tu sais, Dead Ringers, c'est pas mal un de ces films transitoires quasiment parce que aujourd'hui, il fait plus du tout ce genre de film-là. Eastern Promises, c'est pas ça non plus. Il est connu aussi pour History of Violence avec Viggo Mortensen une fois de plus. Dangerous Method, qui est l'adaptation, je pense, d'un roman ou d'une pièce de théâtre sur Sigmund Freud. Oui, donc, oui, j'ai déjà vu ça sur super écran. Non, ben t'as vu 2 David Cronenberg dans ce et cas-là. Et voilà, 3 maintenant. Oui, exactement. Il a fait aussi The Naked Lunch, qui est le film tout de suite après Dead Ringers, je crois. Crash, Existence. J'ai vu des bouts d'Existence avec Jude Law, puis en tout cas, ça remet en question le temps et l'existence, comme ça le dit. Mais bon, donc... Il a entretenu une relation d'affaires avec le réalisateur canadien Ivan Reitman aussi. Ivan Reitman, c'est lui qui a fait les Ghostbusters. C'est lui qui a fait Twins, d'ailleurs, parce que... c'est-tu lui, Twins? Twins avec Arnold. Ouais, c'est ça, parce que Dead Ringers était supposé s'appeler Twins, puis finalement, ils ont changé ils ont changé de nom, mais Ivan Reitman, son fils aussi, Jason Reitman, il fait beaucoup de films aussi. Celui qui a fait Young Adults, qui a fait Up in the Air, qui a fait... qui va faire le remake de Ghostbusters, qui a fait, en tout cas, il a fait une couple d'affaires. Thank You for Smoking. Qu'est-ce qu'on a vu? Tully aussi, ouais, c'est ça. Donc, okay. Voilà, né à Montréal. Il a tourné, Cronenberg, il a tourné la grande majorité de ses films en Ontario, puis il supporte les films financés par l'État. On sait un peu qu'au Canada, c'est comme ça que ça fonctionne. Là. Oui, il y a du financement privé, mais souvent, ça s'amalgame avec du financement public, alors qu'aux États-Unis, il n'y en a pas vraiment. Là. C'est juste des gros studios qui finance le film à 100%. Donc lui, pas mal tous ses films, tous ses films sauf 2, parce qu'il a fait 2 films à gros budget, The Dead Zone, l'adaptation du roman de Stephen King, puis The Fly, justement, qui sont des productions américaines. Mais sinon, tous ces autres films ont été coproduits, au moins coproduits, par Téléfilm Canada. Puis c'est ça, il trouve que c'est une bonne idée d'avoir des films financés par l'État parce que ça fait un contrepoids à ceux d'Hollywood, puis c'est pas juste du financement basé sur la rentabilité, mais plus sur comme l'aspect artistique derrière tout ça. C'est l'un des réalisateurs les plus estimés et appréciés du public et des critiques. Même si mon fameux Roger Ebert n'a pas donné une bonne note à Dead Ringers. 2,5. Ouais, malheureusement. C'est mieux que rien. Mais c'est quand même bien, tu sais, 2,5 sur 4, ouais. Là, c'est 63. 63%. Bon, ça passe. C'est correct. Puis il y a 5 films dans la collection, donc on va pouvoir y revenir en masse. Donc le scénario de Cronenberg est de Norman Snyder, basé sur le roman Twins par Barry Wood et Jack Geesland, qui est lui-même le roman basé sur une histoire vraie qui inclut les Siamois, les jumeaux Siamois, Stewart et Cyril Marcus. Donc on pourra sûrement y revenir un peu sur leur histoire bizarre. Les costumes, pourquoi je dis les costumes? Oui, ils sont très beaux dans le film, mais c'est surtout parce que c'est la sœur de Cronenberg, donc Denise. Je pensais que c'était sa femme non, c'est ça. En approfondissant, non, c'était sa sœur. La musique est de Howard Shore, on l'a entendu il n'y a pas si longtemps dans Silence of the Lamb. Il a collaboré en fait sur tous les films de David Cronenberg sauf The Dead Zone, donc quand même. Puis il a gagné aussi, je pense, à Cannes, il a gagné le meilleur trame sonore, le soundtrack, pour le film Maps of the Stars, qui est aussi de Cronenberg. Là. C'est son seul prix à Cannes à Howard Shore, mais bon, il a gagné 3 Oscars quand même, puis plein de nominations, donc voilà. Un film américain, on l'a dit, 115 minutes. On l'a écouté, nous, sur Kanopy, qui est une plateforme qu'on oublie souvent, mais qui a beaucoup de films de répertoire, puis qui a surtout des films canadiens aussi, ce qui est bien. Puis c'est ça, avec l'abonnement de BANQ, on a 4 visionnements par mois gratuits, donc on pense jamais y aller, puis finalement je suis allé, j'ai pris ma chance, puis je vais peut-être faire une petite parenthèse par rapport à ça. En fait, on se sert beaucoup de l'application Où voir ça pour trouver justement où regarder les films. C'est une application, je pense que c'est québécois même, puis c'est vraiment super pratique parce que ça répertorie plusieurs plateformes, puis peu importe la recherche, là, ça dit où trouver le film dans le fond, puis je pense que c'est là qu'on a trouvé qui était sur Kanopy. Malheureusement, non. Parce que, Où voir, ils ont de la misère un peu parfois, là. Pour Criterion. Ils ont dit qu'il était... Parce que oui, c'est un film Criterion, mais c'est pas tous les films de Criterion qui sont sur le Criterion Channel, leur plateforme de streaming.
Et donc, il disait que c'était là, mais finalement, c'était pas là. Fait que peut-être qu'il l'était... Ils ont peut-être pas updaté là, parce qu'on vient de changer de mois, puis leur contenu à Criterion change continuellement. Mais bon, non, c'est juste moi. Je me suis dit, bon, ok, s'il est pas sur Amazon, ben, justement, je suis allé voir dans Où voir, puis j'ai vu qu'il était pas sur Amazon ou rien. Donc, je me suis dit, bon, je vais m'essayer sur Canopy avant d'aller sur des moyens moins légaux. Puis finalement, ben, ça a bien à donner. C'est un film en couleur d'un format 1.66.1, ce qui est un format assez étrange quand même. Là. C'est du 5.4. Non. 6, en tout cas, peu importe. Je ne pourrais dire. Donc, parce que c'est pas tout à fait widescreen, là, le premier format, disons, qui est considéré widescreen, c'est du 1.78.1. Donc, en tout cas, mais nous autres, il l'était. Fait que j'imagine que Canopy se remarque honnêtement tellement pas ça quand on regarde des films, sauf quand c'est carré, là, puis que ça apparaît, là, mais sinon. Mais je te le montrerai. Je te le montrerai parce que sur l'ordi, évidemment, il y a moyen de changer le format. Ça paraît quand même, mais bon. Production de Morgan Creek Production, Téléfilm Canada et Mental Clinic 2. 2, voilà. Mental Clinic dans le sens des jumeaux mental. Là, ouais, mais probablement ça doit être la maison de production de David Cronenberg. Mais bon, parce que je vais commencer à dire les studios, pourquoi pas. Là. Ça va nous en faire apprendre un peu plus. Puis la distribution, parce que c'est ça, souvent on dit que c'est un film, là il a été distribué par la Fox, mais c'est ça, c'est pas eux qui font le film, les autres ils le distribuent à travers leur cinéma, ben pas leur, mais les cinémas. On a souvent tendance à dire que c'est un film de la Fox, ce qui est pas nécessairement faux, parce que sans distributeur, ben, tu peux pas faire voir le film nécessairement, mais avant ça, il y a toute une série d'acteurs qui interviennent, puis c'est là que Téléfilm Canada donne du cash, puis Morgan Creek, puis justement, les Mental Clinic, c'est ça doit être David Cronenberg, mais tu sais, mettons Bad Robot, c'est J.J. Abrams, Amblin, c'est Spielberg, et DreamWorks aussi, mais DreamWorks c'est un distributeur, c'est pas un producteur, fait qu'en tout cas, tout plein de subtilités qu'on pourra observer tout au long de notre parcours. Un budget de 13 millions et un box-office de 8 millions, donc assez modeste, pas très rentable, mais bon. Une distribution assez intéressante. Bon, Jeremy Irons, qui est quand même bien connu, il interprète des jumeaux dans ce film-là. Des jumeaux, oui, puis mais plus que ça, ils interviennent ensemble dans les mêmes pièces avec des plans quand même assez éloignés. On pourra revenir sur comment ils ont fait le film. Si la chance nous si on a le temps. Donc c'est un acteur anglais et un activiste. Il commence sa carrière au théâtre surtout, et son premier rôle d'importance est The French Lieutenant's Woman en 1981. Sa renommée est venue avec Dead Ringer, justement, qui l'a fait connaître aux États-Unis et partout ailleurs du Royaume-Uni, ce qui l'amène à jouer dans Reversal of Fortune, qui va lui valoir un Oscar 2 ans en tout cas, le film est sorti en 90, mais la cérémonie de 91. C'est aussi la fois de Scar dans The Lion King. Puis on l'a vu dans des films comme Die Hard with a Vengeance, où il joue le frère d'Alan Rickman, qui est le méchant du premier. Il joue dans Kingdom of Heaven, Justice League, il jouait Arnold en fait. Ben Arnold, en tout cas. Arnold, Alfred, excusez. Ouais. Alfred Pennyworth. Dans Watchmen. Non, dans Justice League, pardon. Justice League, je suis trop loin dans le texte. Non, c'est ça, Justice League, puis dans Batman vs Superman, ça, il joue le fameux Alfred. Puis il joue effectivement, tu m'as spoilé, dans la nouvelle série de Watchmen sur HBO. C'est l'un des rares acteurs à avoir remporté la triple couronne des acteurs, soit un Oscar, un Emmy, donc le meilleur acteur à la télévision, puis un Tony, meilleur acteur au théâtre. Il est très engagé, notamment dans la lutte contre le sida. C'est d'ailleurs le premier qui, à l'écran, va porter le symbole de la lutte contre le sida, en 90 ou 91, je crois. Il va revendiquer aussi l'abolition de la peine de mort, et puis il va il milite aussi pour l'avortement, malgré qu'il avoue être pro-vie. Donc, pourquoi pas. Ben voilà. Mais bon. Geneviève Bujold, qui interprète, c'est ça, sa contrepartie, qui est une Québécoise, en fait, qui joue Claire Niveau dans Dead Ringers. Donc, actrice québécoise, surtout connue pour son rôle d'Anne Boleyn dans Anne of the Thousand Days, sorti en 1969, puis qui lui vaudra une nomination aux Oscars, quand
même. Elle va jouer beaucoup en anglais, notamment dans The Trojan Woman, Tightrope et Dead Ringers. Elle commence par contre au Québec où elle va jouer dans des épisodes des Belles Histoires des Pays d'en haut et dans Le Barbier de Séville, qui est une pièce de théâtre présentée au Jésus. C'est si bon. Eh oui, j'ai jamais... C'est une belle trilogie de Beaumarchais. Là. Moi, ça me fait replonger dans tout mon cégep, mon université. Là. C'est super bon, du Beaumarchais. Puis c'est ça, Le Barbier de Séville, c'est une trilogie. Quand on est allé le voir, je pense que j'avais vu ça au cégep, ou c'était peut-être une autre des trois, là, mais c'était des opéras. En tout cas, c'est vraiment bon. Puis c'est la salle Wilfrid Pelletier qui le présentait, puis c'est une salle que j'adore. En tout cas, ouais. Non, mais je les connais pas, j'en connais pas vraiment. Je connais juste un Barbie, puis c'est Sweeney Todd, fait que je pense pas que c'est le même registre. Non, on n'est pas à la même place. Elle va jouer également dans Amanita Pestilence, qui est un film que vous ne connaissez absolument pas, mais que je cherche désespérément. C'est le premier film bilingue du Canada, en 1963, je pense. Il y a quasiment pas de comment dire... de copies là, qui existent, mais je pense qu'il n'y en a pas du tout en fait. Je le cherchais pour une émission de ciné-histoire pour la fête du Canada, donc je l'ai pas trouvé. Puis elle va jouer aussi dans La Terre à boire, qui est le premier film québécois à être financé entièrement au privé. Donc il y en a pas beaucoup de films québécois financés au privé là en fait. Voilà. Elle va faire brièvement le saut en France. Elle va jouer notamment aux côtés d'Yves Montand, en plus de jouer pour Philippe de Broca et Louis Malle dans 2 films importants de la nouvelle vague, The King of Hearts et Le Voleur de Paris. Je crois que c'est 2 films Criterion, mais je suis pas sûr à 100%. Elle va jouer aussi dans Kamouraska de Claude Jutras, et basé sur le roman de Anne Hébert. Ouais. Puis dans la deuxième moitié des années 70, elle retourne à Hollywood et elle joue dans Obsession de Brian De Palma notamment. Puis c'est ça, Dead Ringers, ça fait partie d'un des derniers, pas d'un des derniers films qu'elle a fait. Là. Elle continue d'en faire, mais c'est surtout des plus petits rôles qu'elle fait. On l'a vu nous récemment dans Le Trotsky aussi, donc elle jouait pas grand chose, elle jouait une professeure? Non, elle jouait la directrice, là, je sais pas trop quoi. Là. C'est comme il passe, il fait comme un procès ou je sais pas trop quoi. Oui, puis ok, ouais. Voilà, elle joue en anglais d'ailleurs dans Le Trotsky, mais bon. Donc il y a aussi Heidi Von Paleski qui joue Carrie. J'ai pas trouvé d'infos vraiment sur elle. Barbara Gordon qui joue Danute, la secrétaire des jumeaux Mantle. Et il y a Shirley Douglas qui est quand même assez bien connue. Elle est décédée malheureusement il y a pas si longtemps, le 5 avril dernier, qui interprète Laura, un tout petit rôle au restaurant où elle s'entretient avec justement Geneviève Bujold. C'est une actrice canadienne qui est la fille du premier ministre de la Saskatchewan, Tommy Douglas. Mais Douglas, c'est surtout lui qui a amené le système de... J'ai écrit d'éducation, mais c'est pas éducation que je veux dire, c'est le système de santé gratuit pour tout le monde, donc l'espèce de Medicare. L'assurance maladie, en fait. Pas l'assurance, non, parce que ça c'est vraiment provincial, mais comme le concept de le Universal Healthcare au Canada, c'est lui qui a amené ça. Puis je me souviens pas si tu l'avais vu dans un épisode de Last Week Tonight il y a pas si longtemps où c'était comme une espèce de, pas un vox pop, mais en tout cas dans les années 90 ils ont fait un vote à savoir c'est qui le plus grand Canadien, puis il y avait c'est ça, c'est son père à lui. Donc voilà, Tommy Douglas, c'est aussi l'ex-femme de Donald Sutherland, puis la mère du fameux Kiefer, donc voilà, elle est morte c'est ça le mois dernier. Ça fait quasiment ça fait un mois presque exactement. On est le 6 en passant. C'est ça, puis Stephen Lack qui interprète le sculpteur Anders Wolleck, qui est aussi sculpteur dans la vraie vie. L'édition Criterion, elle est out of print. Il y en a beaucoup en fait qui sont pas nécessairement out of print, mais vous l'avez peut-être remarqué, là, il y a comme des vieux formats de Criterion puis des nouveaux. Les nouveaux, on le sait dans le coin à gauche, en haut à gauche, alors que les anciens ont vraiment... C'est une bande en haut, c'est une bande. La collection Criterion. Ouais. Exactement, donc il y en a beaucoup dans cette dizaine-là, en fait, de 21 à 30 qui n'ont pas été refaits, mais c'est ça, à chaque mois, Criterion sort... entre guillemets, 5 nouveaux films. Souvent, c'est des rééditions de leurs anciens trucs. Mais
Voilà, donc lui, il est tout simplement out of print, donc il est pas vendu, il est pas trouvable, littéralement. Donc, qu'est-ce que ça comprend quand même? On va le mentionner. Donc, un nouveau transfert digital approuvé par Cronenberg et le directeur photo Peter Szuchicki. C'est pas facile à dire. Il y a aussi un commentaire audio de Cronenberg, Jeremy Irons, du monteur Ron Sanders, de l'accessoiriste Carol Spear, accessoires qui prennent quand même un rôle assez important dans le film, et du directeur photo Szuchicki. Il y a le design original du générique d'ouverture. J'aurais aimé ça le regarder. Ça pourrait être intéressant parce qu'il est quand même assez stylé, je trouve, le générique d'ouverture. Je sais pas c'était quoi le concept original, mais bon. Il y a une galerie de dessins et de photographies des sculptures et des instruments du film intitulée Mathematics in Metal et Instrument for Operating on Mutant Women. Tu voilà. ton titre. Eh oui, voilà. Des instruments assez creepy, là. On pourra y revenir un peu plus tard. Il y a aussi une vidéo sur comment ils ont tourné les scènes avec les deux Jeremy Irons, parce que c'est normalement, mettons, dans Back to the Future, là, c'est ça l'exemple qui me vient en tête, là, mais il y a des scènes où les deux comment il s'appelle, Marty? Marty, les deux sont ensemble, puis il y a toujours d'habitude une espèce d'objet là, qui scinde l'image en deux, puis c'est comme ça qu'on parvient à tourner des scènes avec des jumeaux. Mettons, tu vas avoir une poutre entre deux personnes, puis c'est clairement la coupure du plan qui est là, mais ici c'est pas le cas. C'est vraiment c'est comme l'ancêtre du stop motion. En fait, c'est quasiment fait par ordinateur, là, mais c'est ça, c'est un stand-in qui est là, qui donne les rôles qui donne les répliques à Jeremy Irons, puis après ça il interprète la deuxième personne, mais c'est ça, tu sais, il y a pas, le plan de caméra est quand même le même. En tout cas, c'est particulier, là, mais dans le fond, c'est qu'ils font la scène deux fois, mais comme des deux côtés. Ouais, mais c'est ça, c'est que ça permet de la mobilité. T'es pas obligé d'être statique, tu sais. Il peut comme se toucher, là. Je sais pas comment le dire, mais tu sais, on voit les deux jumeaux quand même se toucher, là, interagir ensemble, ce qui, en théorie, les anciennes méthodes ne permettaient pas de faire. Donc, celui-là, c'est un des premiers films à le faire. Là, ça a un nom, mais je me souviens plus. Là. Je pense que c'est c'est une belle référence. Je pense que c'est la même technique dans L'Attrape-Parent. Il me semble que j'avais déjà vu ça, lu ça dans le passé. C'est fort possible. Et oui. Ben, pourquoi pas. Et enfin, il y a un kit de presse électronique, je sais pas ce que ça implique, là, mais bon, avec une bande-annonce et une featurette. Donc voilà, il n'y a pas de booklet, il n'y a pas de livre pour celui-là, malheureusement. Ben, malheureusement. De toute façon, il est out of print, puis on l'aura probablement jamais, à moins de payer le gros prix, mais bon. Mais j'imagine que le kit de presse, c'était probablement parce que le film n'a pas eu tant un bon succès au box-office, là, fait que peut-être qu'il y avait eu de la promo presse qui avait été faite, puis là, ils ont mis ça dans les features, je sais pas. Non, ben, en fait, je peux parler de semi-expérience, mettons, un kit de presse, c'est ça, c'est comme... aujourd'hui, ça a changé, là, mais aujourd'hui, mettons, ils envoient un courriel avec toutes les informations de presse, fait que là, t'as comme, mettons, à qui parler pour avoir une entrevue. T'as aussi justement la bande-annonce du film. T'as des images du film que tu peux réutiliser pour quand t'écris des articles, par exemple. Donc un dossier de presse, c'est vraiment comme, tu sais, c'est ça, t'as comme une feuille qui explique comme le synopsis du... C'est comme un Wikipédia, en fait. C'est comme toutes les informations relatives au film qui sont fournies aux gens de la presse, qui peuvent justement... Comme ça, c'est pas eux qui ont... à comme construire un peu leur résumé, là. Fait que, tu sais, pour vous donner un exemple, allez voir un film, disons, relativement récent, puis allez comparer la critique d'un site à l'autre, puis c'est souvent les mêmes résumés qui vont être présents ou les mêmes photos qui vont être données parce que ça fait partie du kit de presse. Donc, j'en ai quelques-uns de ces kits de presse-là. Puis c'est ça, mais dans le temps, évidemment, avant les courriels, ça devait être... une espèce de duotang, je sais pas, là, une espèce de... Mais celui-ci était électronique. Ben, ouais. Celui qu'ils ont mis. Ouais, c'est ça. Mais bon, il y a ça là-dedans. Peut-être qu'un jour, quand je ferai mes emplettes sur eBay, je vais peut-être me laisser tenter par Dead Ringers, qui sait. Parce que je l'ai pas détesté. C'est quand même un très bon film. Mais on va pouvoir y revenir en masse. Parle-nous un peu de ce que ça parle, de ce dont ça parle. Là, j'ai eu tellement de la difficulté à faire le résumé parce que je savais pas où arrêter, en fait. Fait que j'ai écrit tout ce qui se passait dans le film, puis d'habitude on coupe un peu avant les punchs finaux, mais dans ce cas-ci c'est un peu difficile, honnêtement. Parce qu'on sait pas trop, en fait, si
sais, si on devrait le spoiler ou non. Tu sais, c'est la plupart du temps, c'est des vieux films. Si on va parler aussi de l'histoire vraie, tu sais, je vais en parler dans mes informations, fait que je pense que j'ai pas vraiment le choix d'aller jusqu'au bout du résumé, mais enfin, si à un moment tu veux m'arrêter, ouais, il y a pas de gros reveal non plus dans ce film-là, tu sais, la fin, c'est juste non, mais dans pardon, je digère toujours quand on enregistre. Et voilà. Mais tu sais, mettons, dans The Naked Kiss, il y a un plus gros reveal que dans Dead Ringers, j'ai l'impression. Oui, je suis d'accord, mais enfin, je pars, puis s'il y a quelque chose, tu m'arrêteras, là, je suis bien prête à ça. Dans le fond, c'est ça, on suit Elliot Elliot puis Beverly, qui sont des jumeaux identiques, qui sont les deux gynécologues spécialisés dans la fertilité, et ils ont quand même une bonne réputation professionnelle, là. Ils ont inventé des outils chirurgicaux qui sont devenus des normes dans leur domaine et tout ça, puis tu sais, dès l'enfance, on le voit, là, ils ont 10 ans, 12 ans, puis ils travaillent déjà sur des modèles d'anatomie, puis tout ça, puis ils aiment ça, là. Puis ils ont même demandé à leur voisine d'avoir du sexe avec eux dans le bain parce qu'ils voulaient étudier l'anatomie. Tu sais, on est là-dedans. Là. Ce sont des surdoués un peu qui ont pas vraiment de skills sociaux. Là. Ouais, limite, pas autistes, là, mais tu sais, qui sont vraiment pris par leur domaine, en fait. Il y a rien d'autre. Limite obsédés. Ouais, clairement, en fait, là, c'est là que ça s'en va. Puis c'est ça, ils travaillent ensemble dans l'hôpital. On comprend que c'est peut-être leur hôpital, leur clinique en tout cas. Puis ils habitent aussi ensemble dans un appartement relativement luxueux de Toronto. Puis c'est pas trop clair dans le film si l'appart est au même endroit que la clinique, là. Non, je pense pas. Il y a comme... c'est que la plupart du film se passe à l'intérieur aussi. Il y a pas beaucoup de scènes extérieures. Non, c'est vrai, on voit pas vraiment... Il y a toujours 3 décors là, principaux. Fait que puis ils sont tous d'à peu près dans les mêmes teintes aussi là, fait que mais bon, on y reviendra. Puis là il rencontre Claire qui est une actrice qui est probablement en tournage là-bas là, qui consulte le cabinet pour des problèmes de fertilité. Claire veut avoir un enfant puis elle peut pas. Donc c'est ça. Elle peut pas parce qu'elle a comment ça s'appelle en fait elle a 3 utérus là, je me rappelle pas du terme. Ouais, parce que c'est un trifecta cervix là, mais c'est pas ça là, mais je vais aller voir. Mais bon, en tout cas, je continue, donc c'est ça, peut pas avoir d'enfant. Quand Beverly la rencontre, il voit justement ces trois utérus, réfère à son frère d'aller voir ça parce que ça a aucun sens, il a jamais rien vu d'aussi beau. Donc Elliot va la voir, finalement Elliot ce soir-là sort avec elle, couche avec elle, puis il dit à son frère qu'il devrait coucher avec elle aussi parce que c'est extraordinaire. Donc les deux commencent un peu à se l'échanger là, puis à la fréquenter en même temps. Est-ce que tu avais trouvé Ah oui, ouais. Ça aurait pu attendre là, mais c'est le trifurcated cervix. Mais j'étais pas loin. Ouais, c'est ça. Ça doit être à peu près ça, mais ça existe pas évidemment là, mais le bifurcated, ça existe par exemple. Deux c'est pour ça que le 3 c'est c'est spécial, mais bon, c'est ça. Donc, les deux commencent un peu à la fréquenter en même temps. Par contre, Beverly développe rapidement des sentiments pour elle, puis, dans le fond, en la fréquentant, Claire est un peu... Comme beaucoup d'acteurs, là, un peu droguée à 16 heures. Elle aime bien avoir des médicaments qui font plein d'affaires. Puis lui, avec son statut de médecin, va lui en procurer, dans le fond. Donc, il va faire des belles prescriptions. Ouais, c'est ça. Fait que c'est bien le fun. Rapidement dans le film, Claire va dîner avec justement la mère de Kiefer Sutherland, puis elle apprend que y a pas un homme mais 2 parce que c'est pas quelque chose dont elle était au courant jusque-là, et après ça elle les confronte, puis finalement après là un petit moment où elle les voit plus du tout, elle décide de quand même continuer à fréquenter Beverly, qui lui a quand même des gros sentiments pour Claire. Donc voilà, Claire doit éventuellement repartir pour un autre tournage, puis Beverly va un peu sombrer dans une lourde dépression, puis devenir un petit peu addict là, à plein de beaux médicaments qui ont des beaux effets. Puis dans cette espèce de folie-là, Beverly fait faire des instruments chirurgicaux spéciaux pour les femmes mutantes. Puis dans le fond, il va voir un artiste là, pour les créer. Puis il va essayer de les utiliser dans une scène vraiment d'horreur, là, pas possible. Il va essayer de les utiliser en opération sur une patiente. Puis, dans le fond, va aussi respirer là, le calmant du masque, puis tomber drogué mort là, sur sa patiente. Donc, suite à ça, les 2 frères vont se faire radier. Dans le fond, là, ils vont devoir passer en cours et tout ça.
Puis là, c'est ça, là, on rentre dans la partie où je sais pas trop quand arrêter mon résumé, donc... on pourrait juste dire que le reste, c'est comme une grosse histoire de dépendance, de drogue, de dépression, parce que l'autre... Ouais, puis aussi de synchronisme, j'ai l'impression, les frères vont se droguer en même temps pour vivre les mêmes choses dans leurs deux corps qui sont les mêmes. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que, tu sais, oui, ils ont couché les deux avec Claire, mais c'est que c'est quelque chose qu'ils font assez fréquemment, là, de tout partager leur truc ensemble, que ce soit les femmes, que ce soit la maison, hein, veut pas, ils restent ensemble. Ça, donc ils partagent tout, puis là c'est ça l'élément Claire, puis là le fait qu'il y en ait un qui développe plus de sentiments que l'autre, c'est ça qui vient un peu disons fucker leur dynamique, puis ça vient ajouter une dimension à laquelle ils sont pas habitués. Puis c'est ça, puis dans le fond là, on va laisser le mystère planer, mais après on suit un petit peu justement cet enfer de la drogue là, puis il y a des références à des jumeaux siamois un peu tout le long du film, puis ça se termine tragiquement. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, ça se termine dans l'horreur et dans la tragédie. Ça se termine de façon pas très claire, mais en lisant après le résumé, j'ai pu clarifier les situations, donc c'est pas mal ça. C'est un beau petit film, super léger, super joyeux, puis plein de vie, puis c'est ça. Ben non, je me demande, je sais pas si on devrait changer la dynamique pour cette nouvelle dizaine puis parler de nos impressions avant de parler des informations. Je sais pas si on ça... pourrait, ouais. Ben c'est comme tu le sens. On pourrait essayer ça. Y aller en entonnoir un petit peu, rester un peu sur le film. Ben je vais peut-être commencer un peu parce que moi je trouve que la force du film, c'est l'espèce d'ambiance qui est créée tout au long du film, tout au long du récit. Cette espèce d'ambiance lourde là que comme le générique d'intro nous donne un peu des pistes là, du gros rouge champ avec des c'est honnêtement c'est dégueu là, ça fait peur, c'est pas le fun, c'est ça, puis tu sais il se passe, il y a pas vraiment d'éléments d'horreur avant mettons les 10 dernières minutes là. T'sais, le reste ça reste mettons dans le domaine du thriller ou tu sais du quelque chose drame psychologique mettons, mais tu sais, c'est ça, donc on est toujours dans l'appréhension. Je trouve que c'est une belle tension, une belle appréhension qui est créée, une espèce d'univers assez lourd. C'est ça, ça parle de dépression, ça parle de... ça parle un peu de quête d'identité aussi, parce que oui, quand t'es des jumeaux identiques, t'as le même bagage génétique. Veux pas. On va rester dans les termes médicaux parce que c'est des médecins qu'on a affaire ici, mais c'est ça, sont pareils puis ils veulent vivre les mêmes choses, ce que j'espère la plupart des jumeaux ne font pas aussi, là, qui sont capables d'avoir une vie séparée de leur bord, mais ici, c'est pas le cas. Ici, ils vivent la même vie, littéralement. Ils sont vraiment fusionnels là, tout le long du film. C'est vraiment une seule personne, puis ils font tout pour rester une personne. Même si c'est pas caché, là, c'est pas juste... ils ont pas juste un nom, puis c'est les deux qui s'alternent. Là, c'est, ils sont super connus dans leur milieu, comme des frères, puis c'est très clair pour tout le monde, mais... on dirait qu'ils tendent à être une seule et unique personne, puis c'est... Puis là, c'est ça, quand il y en a un qui veut vivre ses propres expériences, on dirait que l'autre, pas nécessairement qu'il le prend mal, mais en tout cas, c'est sûr que l'autre part dans une direction assez drastique, disons. Puis Bev part dans une direction drastique, puis là, t'as Ellie qui veut le ramener, pas nécessairement le ramener sur le droit chemin, mais en tout cas, il veut en prendre soin tout en vivant ce que lui il vit. Donc quand il y en a un qui est dépendant à la drogue puis qui réussit à s'en sortir, l'autre devient dépendant, puis c'est l'autre qui doit s'occuper de l'autre. En tout cas, c'est vraiment pas clair, mais bon. Mais c'est ça, c'est vraiment une quête d'identité un peu, puis de savoir comment, est-ce qu'on peut, est-ce qu'ils peuvent finalement changer leur dynamique pour vivre des choses séparées. La fin vous répondra à cette question-là. Mais bon, ça, j'ai trouvé ça bien. Un autre excellent point, je pense, au film, c'est vraiment la performance de Jeremy Irons là, qui joue... au début, on a tendance à les mélanger. Ça devient un peu plus clair au fil du récit, plus on apprend à les connaître. Mais tu sais, le but aussi, c'est qu'on soit mélangés nous-mêmes, parce que Claire, du moins au début, elle sait pas non plus qu'elle a affaire à deux personnes. Puis... Jeremy Irons est juste comme sur la ligne entre donner une personnalité différente aux deux personnages puis faire en sorte qu'ils soient
qu'on soit confondu entre les deux pareil. Tu sais, c'est pas... j'essaie de penser à d'autres films où il y a des jumeaux comme ça, là, que le même acteur joue 2 rôles. Il y a l'adaptation, mais que... Ça fait trop longtemps, c'est ça fait trop longtemps. Il y a le Prestige, là, on en parlait tantôt. Ouais, mais ça non mais plus. Mais ça, c'est le punch final du film. Puis, tu sais, il y a certains moments, par exemple, qui sont plus dans... pas dans la manière des gars de le jouer plus que... Puis c'est jamais dit qu'il y en a 2, donc tu sais, on le voit pas, mais à ce moment-là, ben là, on sait qu'il y en a un qui tripait sur Scarlett Johansson, puis l'autre qui avait sa femme, tu sais. Mais on est pas en même place. On vous spoilera pas Dead Ringers, mais on va vous spoiler le Prestige, par exemple. De 2007, ça place. Non, mais tu sais, il y a justement... je me suis... Margot Kidder, en tout cas dans Sisters, qui joue aussi 2 rôles, mais pas tout le long non plus. Fait que c'est vraiment une dynamique particulière. Puis Jeremy Irons, il est vraiment excellent. C'est pas c'est un acteur que oui était très connu dans les années 90, début 2000, mais que depuis on voit pas tant que ça non plus. Là. Il y a toujours des petits rôles, mais il est vraiment très talentueux. Puis c'est ça, tu sais, il va y avoir des informations qu'on pourra vous donner par rapport à sa performance, mais non, j'ai trouvé vraiment. Puis même chose pour Geneviève Bujold, là. Je l'ai vu dans le Trotsky, là, mais tu sais, c'est pas grand chose non plus. Je la connaissais pas tant que ça en fait, puis elle est très bonne, elle a pas d'accent, hein, c'est déjà pas super, mais tu sais, outre ça, j'aurais aimé ça qu'elle soit là plus souvent dans le film, surtout dans le bout où elle s'en va en Georgie, je pense, tourner un film, puis que c'est là que Beverly part dans la dépression puis dans des raps, là, mais j'aurais aimé ça parce que c'est ça, elle était très bonne, très, très charismatique. Puis j'ai bien aimé les performances. Peut-être un dernier mot, c'est ça, sur les décors, puis les costumes aussi qui sont... il y a une très belle image. Vraiment sortis des années 80, là, on peut se dire ça de même. Ouais, il y a ça fait limite, tu sais, c'est ça, Batman, Brazil, tu sais, l'espèce... Pas du steampunk, là, mais tu sais, tout est gris, tout est l'air en carton. Mais tout est simple. Que ça ressemblait beaucoup à Columbo, en fait. Ben c'est ça, je l'ai pas vu. T'en as pas vu assez de Columbo, moi ça a marqué ma jeunesse. Mais, tu sais, je suis d'accord pour Brazil puis tout ça. Par contre, ceux qui ont vu Columbo, on est là-dedans. Là, il y a pas vraiment de tapis dans le film, là, mais imaginez du tapis rose partout autour d'une baignoire, puis des stars verticaux. Là. On est dans ce beat-là. Là. Je sais pas si je l'explique bien. Mais c'est ça, mais tu sais, tout est épuré aussi, ce qui rajoute un peu à l'aspect weird de la chose. Froid, la seule chose qui l'est pas épurée, c'est la maison de Claire, en fait, ou l'appartement de Claire, que là, il est comme jam-pack de trucs. Puis c'est beau aussi, il y a de l'or partout, il y a des moulures, il y a des toiles, il y a des vieux meubles style château. Là, mais ça vit comme pas dans un château, mais tu sais, pas loin. Là, des grands plafonds et tout. Puis les costumes aussi sont surtout les costumes pour la salle opératoire, tu sais, c'est quand même bizarre que tout le monde a perd en rouge sang, puis en tout cas c'est particulier, mais bon, ça ajoute à cette ambiance là qui est créée que je trouve formidable pour ma part. C'est pas un film parfait non plus, mais je te laisserai peut-être enchaîner un petit peu avant qu'on arrive à un verdict. Dans le fond, tu sais, j'ai trouvé ça super bon au début. Je trouve que quand Claire part, ben là, ça ralentit beaucoup. Là. Le fait qu'elle apprenne rapidement aussi que les gars sont 2, ça m'a surpris parce que je me demandais comment on allait évoluer à partir de là. C'est bien dans l'ensemble, mais... c'est ça, il y a un ralentissement qui se ressent trop, j'ai l'impression, quand Claire part. Puis honnêtement, là, la déchéance de Bev, pour moi, a aucun sens parce que, tu sais, là, il faut se replacer dans le contexte que oui, il a commencé à consommer avec elle, puis tout ça, mais il n'y a jamais vraiment de preuves là, d'un début d'addiction, disons. Par contre, quand Claire est pas là, il appelle à sa chambre d'hôtel, c'est son assistant qui est vraiment vachement gay, là, qui répond au téléphone. Ça s'entend dans sa voix, nous autres on le voit aussi, là, c'est sûr que Bev peut pas le voir, mais c'est quelque chose que tu es capable de percevoir, puis à ce moment-là, dit à son frère Claire me trompe avec un gars ailleurs, tout ça, puis qui commence à prendre de la drogue à cause de ça, puis j'ai trouvé ça... C'est plate, mais ça faisait pas de sens pour moi. Ça c'est tiré par les cheveux, ça fait du sens, mais
sais, c'est ça, c'était un peu trop tiré par les cheveux, effectivement. Il manquait peut-être d'éléments. Ils nous l'ont jamais montré fragile à ce point-là. Là. Je veux dire, on comprend que Elliot est un peu plus fort, puis que Bev est beaucoup plus sensible. Mais honnêtement, ça m'a fait décrocher. Puis à partir de là, je me suis dit, c'est le genre de film où... tu sais, s'il s'était appelé, s'il s'était dit quelque chose, on aurait pu éviter tout le reste, dans le fond. Puis je trouve ça plate d'avoir pensé ça, parce qu'on peut penser ça facilement dans une comédie romantique. Tu sais, ah non, je veux pas t'entendre, mais que ça aurait pu se régler comme en 2 secondes et quart. Ouais. Puis c'est la même affaire ici, puis c'est ça qui m'a un peu plus refroidi, disons. Après, ben là, on tombe dans un univers vraiment creepy, puis... c'est particulier, honnêtement. J'avais lu pendant mes recherches une actrice, je me rappelle pas qui exactement, qui disait c'est Every Woman's Nightmare in a movie, là. Puis c'est tout à fait vrai. Mais c'est ça, j'aimerais ça t'entendre là-dessus, parce que, tu sais, veux pas, c'est des gynécologues, nous autres, on voit pas ça. Puis je lisais la critique de Roger Ebert à ce sujet-là, puis il disait qu'il le regardait avec ses... présenté à ses amies femmes. Non, mais il le regardait en fait avec ses amis de femmes, puis il était comme... Tu sais, eux autres, ils étaient vraiment plus inconfortable que moi, puis je comprenais pas, ben tu sais, je pouvais comprendre pourquoi, mais comme je peux pas le ressentir. Non, mais écoute, il y a une belle scène où avant là, la patiente endormie qui puis là il essaye ses outils, il y a son espèce de moment de breakdown dans le fond où il dit, il essaie un outil qui est pas homologué, là. C'est leur outil qu'ils ont inventé, dans le fond, mais c'est un modèle, là. C'est même pas... Non, mais c'est que ça existe, mais pas celui-là. Ça, c'était le modèle, c'était pas supposé de servir. Oui, vas-y. Mais c'était pas supposé de servir, mais c'est surtout que ça sert juste sur des cadavres, en fait, je pense, où... tu sais, c'est surtout ça, là. T'es pas supposé t'en servir sur quelqu'un de vivant, parce que c'est beaucoup trop douloureux. Puis, voilà. Vas-y. Puis la douleur, on la voit beaucoup dans le visage de cette pauvre femme qui est en train de souffrir avec... Tu sais, là, honnêtement, c'est ça. Là, pour les gens qui nous écoutent, je sais pas c'est quoi notre public, mais bon, les fameuses pinces, là, jamais super agréables, mais là, c'est pire, tu sais. Puis on le voit dans son visage, il y a plein de grimaces qu'elle fait. Puis à chaque fois, pour vrai, je regardais ça, les jambes serrées, j'étais pas bien, là, comme ça avait l'air vraiment pas le fun. Puis... après, t'as son frère qui dit « Non, mais t'es pas supposé de te servir de ça. » Puis il dit « Non, mais il dit l'outil est pas le problème, c'est son corps qui est pas correct, dans le fond. » Puis c'est là qu'il va partir sur une autre dérape de créer des instruments. Et celui qui l'utilise, qui ressemble à une espèce de queue de serpent ou je sais pas trop là, scorpion, c'est bon ça, qui finit en pointe, qui est en métal chirurgical. Ça a l'air lourd, ça a l'air coupant, c'est une pointe, je veux dire, puis là, il veut se servir de ça pour son opération, puis son équipe est comme, non, on peut pas, puis là, il pète une petite coche, puis tu sais, c'est... Non, en tant que femme qui vit ces situations-là, pas celle-là, précisément, mais non, c'est pas... c'est vrai que c'est malaisant, c'est pas le fun à regarder. Je pense qu'il y a de quoi qui vient me chercher en dedans là, quand je regarde ça. Puis c'est ça. Déjà que c'est pas un rendez-vous qui est plaisant. Voir ça, c'est pire. Tu sais, c'est. Non, mais je comprends tout à fait. Moi, c'est parce que c'est ça, tu sais, je m'attendais à cet aspect gore-là, à cet aspect weird-là, parce que je connaissais... Je les ai pas vus, mais je le connais de réputation, ces vieux films, Vidéodrome, Scanner, puis tout, puis The Fly, puis je m'attendais justement plus à ça, mais c'est pas tant ça que j'ai eu. Tu sais, au final, j'ai pas mal eu l'entre-deux, là, entre l'horreur de ses débuts, puis comme ce qu'il fait aujourd'hui, genre des films d'action, puis des films plus psychologique. J'ai vraiment eu un entre-deux. Ça m'a un peu déçu parce que c'était pas l'image que je me suis fait de David Cronenberg. Mais c'est ça. Ça reste pas un mauvais film pour autant. Je trouve qu'il y a beaucoup de qualité aussi. Puis on dirait... C'est souvent comme ça. Puis là, je sais pas quand est-ce qu'on va avoir le temps nécessairement, mais tu sais, c'est souvent comme ça avec les films Criterion. Tu sais, je sais pas si on part avec trop d'attentes nécessairement, mais tu sais, je pense que la deuxième écoute est vraiment plus satisfaisante. C'est peut-être juste parce que on est tout seul entre guillemets, on est toujours ensemble aussi quand on regarde des films. Le présenter à des amis, peut-être qu'on l'aimerait plus que ça, parce que là, c'est ta deuxième écoute, tu sais à quoi t'attendre, puis là tu peux t'as comme la plus-value d'un auditoire aussi plus grand que toi puis moi là. Mais c'est peut-être pas celui-là que je choisirais pour présenter à des amis, tu sais, on est là-dedans. Moi je prendrais Salaud, c'est ça. C'est un film qui est lourd, puis tu sais, je comprends que on a peut-être pas vécu ça de la même façon, puis c'est normal, là, je veux dire, c'est ça, t'en as pas, toi, de ça dans la vie. Non. Mais c'est ça, c'est pas
c'est un film qui te fait te sentir un peu tout croche là, tout le long. Puis, ben, je trouve que c'est bien parce que c'est ça, c'est un peu, ben, c'est clairement le but, mais c'est ça, c'est pas venu autant me chercher dans l'espèce de film de genre d'horreur qui fait pas de sens puis qui est over the top, disons. Il y en a des scènes, il y a une scène où ils rêvent, où je crois, là, puis que là les deux frères sont attachés, puis que c'est Geneviève Bujold qui mord, commence à les manger, qui mange, c'est ça l'endroit où ils sont attachés. Est-ce que c'est particulier, mais moi c'est ça que je m'attendais de Dead Ringer, mais finalement c'est pas ce que j'ai eu. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. On pourrait peut-être enchaîner avec les informations sur le film. Il y en a quand même quelques-unes. Non, il y a pas grand chose honnêtement. Bon, on l'a déjà dit, c'est inspiré d'une histoire vraie. Les frères Stewart et Cyril Marcus, qui sont aussi deux gynécologues jumeaux identiques. Et là, je vais le spoiler, mais dans le fond, c'est ça. Ces deux jumeaux-là sont connus là, principalement parce qu'ils sont morts à peu près en même temps en 1975. Ce serait apparemment des suites d'une désintoxication. Dans le fond, le corps qui se réhabitue, ben c'est ça, il serait mort de ça. Dans Dead Ringer, c'est pas ça. C'est pas ça, ben il y en a. Dans Dead Ringer, il y en a un que c'est ça, puis l'autre que c'est pas ça. Fait que voilà. Robert De Niro a dit non au rôle parce qu'il voulait pas jouer un gynécologue. J'ai trouvé ça vraiment drôle comme information. Ben c'est parce que c'est un method actor aussi, là. Faudrait qu'il se mette dans la peau d'un gynécologue en faisant des pratiques de gynécologue, j'ai l'impression. J'aurais trouvé ça drôle, moi, ça y tentait pas, De Niro. Ouais, ben, je sais bien. Enfin, passons. William Hurt a aussi décliné parce qu'il trouvait que c'était beaucoup trop de travail de jouer deux rôles. Il y avait à la base deux garde-robes distincts pour les jumeaux. Par contre, Jeremy Irons a vu ça, a décidé de prendre quelques morceaux d'une et l'autre puis d'en faire seulement une parce qu'il voulait, dans le fond, qu'il y ait toujours une confusion sur qui on est en train de regarder. Dans le fond, il voulait pas que ce soit simple pour les spectateurs, puis honnêtement, ce l'est pas du tout. À part là, quelques petits traits de leur personnalité, leur linge est à peu près la même chose. Donc au début, là, avant que Bev tombe en amour, là, on le sait pas qui est avec Claire, puis c'était le but. Ils se racontent des moments qu'ils ont passé avec elle. On pensait que c'en était un, après ça on apprend que c'est peut-être l'autre, puis là on sait jamais on est quand, on sait jamais qui. En tout cas, c'est vraiment super bien fait, honnêtement là. Enfin. Le titre aurait pu être Gemini, donc Gémeaux, comme Gemini Man de Ang Lee. Je sais pas c'est quoi le rapport avec Gémeaux. Là. Ben en fait c'est les Gémeaux en astrologie, en tout cas c'est deux visages là, puis tu vois ça c'est. C'est pour ça, puis dans le fond l'homme Gémeaux, Gemini Man, c'était ça aussi là. Dans le film c'est un projet de faire des clones là, puis tout ça. Donc c'est ça. Ça aurait pu être Gemini, puis après ça ils ont voulu Twins, puis finalement ils ont laissé Twins de côté, puis la même année en 88 il y a eu le Twins qu'on connaît tous là avec non pas De Niro, avec Danny DeVito et Arnold Schwarzenegger, et on l'a mentionné brièvement tantôt. Margot Kidder aurait pu être l'actrice qui jouait Claire Niveau. Dans le fond, Margot Kidder, c'est l'actrice principale du film Sisters de Brian De Palma, on l'a vu sur la plateforme. Ouais, c'est un Criterion. Il est dans le top 100 aussi, on va le revoir assez prochainement d'ailleurs. C'est un très bon film. C'est une particulier aussi. C'est une Canadienne dans le film, elle joue une Québécoise en plus, là, mais bon, qui parle en anglais. Mais Margot Kidder aussi, c'est elle qui est plus connue en fait pour le rôle de Lois Lane dans les Superman 1, 2, 3, 4 là. Ah ouais? Ah, je savais pas ça. Ouais. Eh bien, Irons, c'est ça, malgré le fait qu'il avait le même linge là, pour les deux personnages, a quand même développé une petite façon de savoir qui était qui là, quand il jouait. Donc, dans le fond, à l'intérieur de lui-même, il se donnait des énergies différentes pour les jouer. Puis, apparemment, qu'il mettait aussi son poids de son corps soit à l'avant ou à l'arrière de ses pieds, selon quel frère jouait. Fait que ça devait être complexe, mais en même temps, c'est sûr que c'est moins pire quand tu fais tout d'un bord puis après ça tu fais tout de l'autre. C'est pour nous c'est peut-être plus confus. Le film est au rang 39 des 50 Greatest Horror Movies of All Time, puis est sur la liste du TIFF, le Toronto International Film Festival, des 10 plus grands films canadiens de tous les temps. La liste de 93, il en fait pas partie parce que... ce qu'il faut dire en fait, c'est que cette liste-là, il l'update à peu près à tous les 10 ans ou 11 ans, là, c'est comme pas trop clair. Il n'y a pas une liste à chaque année non plus. Donc oui, c'est ça, tu peux poursuivre.
ça a l'air d'être 11 ans, parce que c'est 93, 2004, 2015. Ouais, mais pas toujours, c'est ça. Mais ok. Ça. Bon, ben, cette liste-là, aléatoire du TIFF, dans le fond, la liste de 93, Dead Ringers n'est pas dessus parce qu'il y avait lui et un autre sur lesquels les voteurs là, pouvaient pas s'entendre, puis les deux, finalement, en font pas partie, ce qui est un peu dommage. Ouais, ça a splitté les votes. Oui, c'est ça. Puis en 2004, je pense qu'il était au 4e rang, puis en 2015, il est au 7e rang. Donc, mais ça maintient quand même dans... Tu sais, c'est pas rien, là, les 10 plus grands films canadiens de tous les temps. C'est pas mal tous des films qui font partie de la collection Criterion, là. Pas tous, malheureusement, mais le premier, pendant longtemps, ça a été Mon oncle Antoine, qui fait partie de Criterion aussi, qui est le seul film québécois à faire partie de la collection. Mais il y a My Winnipeg de Guy Madden, il y a des Denis Arcand, ils font pas non plus partie de la collection malheureusement, mais il y a Atarnajuat qui je crois depuis 2015 est le premier aussi. Il y a Mon Crazy, Crazy en fait, ouais. Qui en fait pas partie, mais bon, j'ai quand même pris la peine dans le temps des fêtes d'écrire à Criterion pour leur proposer ça. Bon, évidemment, ça doit être connu parce que Jean-Marc Vallée, c'est quand même un réalisateur connu d'Hollywood, mais ça doit être une question de droit. Là. TVA Film veut pas léguer ses droits, je sais pas, niaiser de même. Mais ce serait honnêtement si beau que Crazy fasse partie de Criterion. C'est sûr que je me l'achète en partant, je m'en fous, payer 40-50$. On est des grands fans de ce film-là, puis on l'a revisionné dans le temps des fêtes parce que c'est un film de Noël, là, on va se le dire. Puis mon Dieu que c'est bon. Je pense que je l'ai vu juste 2 fois dans ma vie, une fois quand il est sorti puis une fois là justement. Puis l'opinion que je m'en fais est encore meilleure en vieillissant, j'ai l'impression, puis je pense que je vais encore plus l'apprécier la prochaine fois. Puis c'est parfait comme film. Enfin, non, on aime beaucoup notre Crazy. Ouais. Le film a gagné beaucoup de prix pour le scénario, meilleur acteur, meilleure actrice, pour la cinématographie et pour les costumes. Rien malheureusement aux Oscars, là, mais plein d'autres festivals. Mais par contre, tu sais, c'est ça qui a un peu lancé la carrière. Lancé la carrière de Jeremy Irons, disons, à l'international. Puis quand il a gagné un Oscar... je voulais le dire. Je l'ai pas noté, là, mais je voulais le dire. C'est ça, il a remercié David Cronenberg il l'a remercié tout simplement en finissant son discours. Là. Je pense pas qu'il a dit pourquoi il l'a remercié, mais c'est clairement pour l'avoir casté dans ça qui l'a fait connaître. Oscar en 91, là, on le rappelle. Là, donc c'est ça, il avait remercié Cronenberg pendant son discours. Le film fait partie des 1001 films à voir avant de mourir. Puis là, j'ai une petite précision parce qu'on a le livre, mais il est pas dedans. Puis là, je me suis questionné pourquoi. C'est pour ça, pendant que tu parlais tantôt, j'ouvrais plein de fichiers Excel puis plein d'affaires. C'est que il y a eu 7 versions de 1001 films à voir. Nous, on a la version de 2011. Puis il était pas dedans, mais il a été ajouté dans l'édition de 2013. Donc voilà. Parce que je me demandais, parce que moi aussi, ça m'étonnait qu'il soit pas là-dedans. Puis j'avais vu aussi l'information, puis j'étais comme, ouais, ok, je le trouve pas, mais c'est ça, il a été ajouté en 2013. Il y a quelques films, des fois, qui quittent justement ce 1001 films qui ont pu l'honneur de faire ça. Justement, d'habitude, on va toujours voir dans le livre, puis là, on ne l'avait pas fait. Puis en voyant mon point, je me suis dit, oups, on n'est pas allé voir. Bon, finalement, il n'y aurait pas eu grand texte, là, mais bon, fait partie des 1001. Puis finalement, le plus intéressant, les outils là, qui ont été faits sur mesure dans le film, Cronenberg les a tous conservés, sauf un qui a été perdu quelque part là, en déménageant des boîtes. Puis c'est ça, perdu encore à ce jour. Fait que probablement c'est ça j'allais dire. Donc c'est tout pour les infos. Ouais, on pourrait parler de références à la culture populaire, puis après ça de dire ça va être un peu triste là, les références, mais bon parce que là normalement quand je cherche pour les références, c'est toujours dit quelle est la référence en fait là, puis là dans ce cas-ci j'en ai une seule qui a été nommée, tout le reste j'ai noté les titres, mais honnêtement c'est pas quelque chose que j'ai réussi à trouver pour ceux-là, fait que s'il y a des flashs qui te viennent, vas-y. Ouais, je me demandais aussi, je lisais les titres, j'étais comme ok. Mais c'est ça des choses qu'on a vues là, mais enfin Back to the Future 2
apparemment. Pourquoi? Je ne le sais pas. Ben, je pense que c'est peut-être parce que dans le 2, c'est là qu'ils vont dans le futur aussi. Puis en tout cas, il y a souvent des scènes où il y a deux personnes en même temps. Mais c'est probablement quelque chose à ce niveau-là. Mais tu sais, je pense pas que le film est nommé. Je pense pas qu'il parle de. Non. C'est ça. Mais c'est parce qu'habituellement, c'est à peu près ça, tu sais, les références. Mais bon. Je pense que c'est plus peut-être parce que le film a innové dans cette technique-là d'avoir deux personnes. Puis que, tu sais, Back to the Future 2, c'est quoi? C'est 89 peut-être, là. C'est l'année. Si tard après le premier. Ouais, ben 4 ans, ouais, ils ont fait 89-90, je pense, quelque chose comme ça, le 2 puis le 3, mais c'est peut-être pour la technologie, mais sinon, pas ça, je sais pas. Ben c'est ça, je sais pas non plus. Un épisode du Loup-garou du campus où Merton va comparer l'espèce de côté sombre de Tommy à ce film-là, rien de moins. Requiem for a Dream, les drogues, probablement. J'ai aucune idée. Hannibal, encore une fois, les instruments chirurgicaux, qui sait? Ouais, peut-être. Non, c'est ça. Il y a quand même. En tout cas, on peut voir des petits liens ténus, là, mais je pourrais pas pousser là-dedans. Puis, adaptation. Ben, c'est ça. Si adaptation est là, ça doit être encore une fois parce que c'est des jumeaux, puis ça doit être la technologie, quelque chose comme ça. Parce que Nicolas Cage joue deux rôles, justement. Un peu la façon de Jeremy Irons, donc. Pas mal le seul lien que je peux faire, là, mais... Mais c'est ça, pour celui-là, j'ai été un peu déçue de voir qu'il n'y avait pas les explications, parce que normalement, c'est ça que j'aime savoir, puis là, je ne peux pas vous les trouver. Donc, si vous les avez, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Ben oui, certainement. Ça va faire différent des spams qu'on a souvent sur nos vidéos YouTube de comme « Oh, let's be friends! » Oui, sur des vidéos en français, d'ailleurs. Ben oui. Donc voilà, pour ma part, moi je vais y donner une note de 3.5 étoiles, 3 étoiles et demie, 3.5. 3 étoiles et demie sur 5, c'est un film, c'est ça, c'est un faible 3 étoiles et demie, je trouve, parce que je m'attendais, en tout cas je voulais de l'aspect gore, puis j'en ai pas eu. Encore là, c'est purement subjectif, mais objectivement parlant non plus, la fin est un peu anticlimatique, on va dire ça comme ça, puis elle m'a pas particulièrement satisfaite, mais il y a plusieurs bons éléments, encore une fois, puis ça reste un très très bon film, mais c'est ça, j'avais peut-être un peu trop d'attentes, puis ça l'a encore un peu ruiné mon écoute, mais ça reste quand même, il n'y a pas beaucoup. La plupart des films de la collection Criterion, je m'attends à ce que ce soit 3 étoiles et demie ou à peu près, là, parce que ce sont tous des très bons films, mais qui correspondent pas toujours à mes goûts, peu importe, là, mais ceci étant dit, il y en a plusieurs qui disent que c'est le meilleur de Cronenberg. C'est peut-être vrai, mais selon mes goûts, c'est pas exactement ça non plus. J'ai mieux aimé, mettons, Eastern Promises, puis une histoire de violence. Je l'ai pas vu, mais il a l'air très très bon aussi. Mais bon, ça reste quand même un très très bon film qui, pour ma part, ne déclassera pas Le Silence des agneaux, évidemment. En première place, toujours. De mon côté, je lui ai mis un plus faible 3 sur 5. C'est un film qui est bon, duquel j'avais pas d'attente, là, honnêtement, mais qui avait l'air meilleur dans la première partie. C'était même drôle, là, au début, de les voir gagner là, plein de prix, puis de voir leur réputation qui se faisait tranquillement. Puis les échanges entre hommes là, au début. Par contre, c'est ça, l'espèce de deuxième partie, la déchéance, la drogue, tout ça, moins mon genre, j'ai l'impression. Puis aussi la fin qui est comme qu'on comprend pas trop, en fait, que j'ai réussi à comprendre en faisant la recherche. C'est ça, c'est bizarre, là. Ils sont sur un trip, puis ils meurent à cause de tout ça. Tu sais, c'est bien particulier, donc c'est ça, donc 3 film étoiles. Correct, mais c'est ça, qui se mérite un 3 pour moi. Ben, c'est bien correct aussi. L'important, c'est que t'aies aimé ça quand même, là, tu sais, puis c'est un peu ça là, qui dégage. C'est pas dans ta palette de goût, mais t'as aimé ça quand même. Ah oui, fait que, tu sais, c'est parfait. C'est pour ça qu'on fait ça. Donc, merci d'avoir été des nôtres. Semaine prochaine, prochaine émission, en tout cas. Un jour, je vais m'adapter. On va parler de Summertime, un film de David Lean. Ça va être notre premier David Lean, en tout cas. Donc, merci d'avoir été des nôtres, et puis à la prochaine.